Après d'intenses délibérations, la rédaction de jeuxvideo.fr a élu ses 3 jeux du mois, son titre à télécharger, sa déception et son coup de cœur. Et c'est parti pour ce mois d'avril 2012. Après Xenoblade Chronicles et The Last Story, la Wii accueille le 3e larron du RPG Jap Kitash. Très orienté action, Pandora's Tower est une petite merveille d'ambiance aux personnages profonds qui ne manquera pas de vous arracher une larme à chaque boss tombé, l'un des derniers immanquables de la console. Alors Pandora's Tower, c'est une agréable surprise. C'est un jeu qui renvoie globalement aux meilleurs souvenirs des grands classiques de l'action RPG. Avec un concept assez simple, il faut aller de donjon en donjon et casser un peu du monstre et accessoirement du boss pour sauver une donzelle qui se transforme en monstre. Il y a cette espèce de principe de morbidité qui vient de cette histoire de princesse maudite qui menace à chaque instant de se transformer en monstre si on la nourrit pas de cœur de démon. Donc le pitch est assez simple, mais quand même avec une narration assez intrigante. Il ne faut pas s'arrêter aux graphismes qui sont en basse résolution et qui piquent un peu les yeux, puisque artistiquement, esthétiquement, c'est très joli. Et moi, surtout le cachet artistique, alors évidemment, on aime ou pas, mais qui est là, il donne une patte esthétique assez intéressante au jeu, qui de plus est très agréable à manipuler. Son gameplay à la Wiimote se montre très praticable et très maniable, avec un accent mis sur les combats vifs et nerveux. Il y a quelques petites bonnes idées, comme l'utilisation de la chaîne, ou le fait de pouvoir zoomer avec la Wiimote, j'ai trouvé ça plutôt bien fichu. C'est un RPG qui a beaucoup de fond, qui est vraiment très charmant esthétiquement. On enchaîne les zones avec plaisir et voilà, c'est vraiment un dungeon RPG que je recommande chaudement sur Nintendo Wii. C'est un des très grands RPG de la Wii. Déjà à l'honneur dans sa version PC, The Witcher 2 aurait pu décevoir sur console. Heureusement, CD Projekt a pris le temps de peaufiner l'interface et de limiter le décalage graphique entre les différentes versions. Toujours aussi long et riche, intelligent et ambitieux, The Witcher 2 se paie même le luxe d'offrir un peu de contenu supplémentaire, largement de quoi attendre la suite prévue pour 2014. Alors bien sûr, avec ce Witcher 2 version Xbox 360, on retrouve les mêmes qualités que celles de la version PC. La conversion, alors encore une fois, ça n'a rien à voir techniquement parlant par rapport à une version PC, on est d'accord, mais ça reste tout à fait honnête et à la hauteur quand même des supports, ça reste tout à fait praticable. C'est surtout qu'elle parvient à retranscrire les qualités esthétiques de l'original, malgré les limitations techniques de la Xbox 360. Donc là, on a affaire avec un jeu bien calibré, avec une patte esthétique vraiment indéniable et vraiment de qualité. Et pour ce qui concerne le gameplay, pareil, on n'y perd pas au change, le jeu se préparait déjà sur la version PC à une maniabilité manette, et bien les quelques réajustements nécessaires ont été faits pour que le jeu soit très praticable et vite intuitif. On a en plus de ça une narration qui est assez littéraire, assez mature aussi à l'image de l'univers, qui nous met comme un personnage au milieu de tout le reste. On n'est pas omniscient, donc on prend un peu les infos d'où elles nous viennent. C'est un positionnement qui est très intéressant et qui est possible par une qualité d'écriture et de structure du jeu très fine. Mention spéciale et chapeau bas à CD Projekt qui en plus a eu la bonne idée d'apporter donc un peu de contenu supplémentaire à la version Xbox, mais qui du coup sera aussi disponible gratuitement pour les joueurs PC qui avaient déjà acheté The Witcher 2. Donc voilà, on obtient au final un jeu qui est parmi les meilleurs RPG sortis sur console, à ne pas manquer si vous l'aviez raté sur PC. Un jeu de rythme scénarisé, c'est le pari osé de Sega avec Rhythm Thief, qui vous met dans la peau d'un gentleman cambrioleur en action dans les rues de Paris. Les mini-jeux ont un peu tendance à se répéter, mais la direction artistique tout en naïveté et le gameplay accessible en font l'un des titres à recommander sur 3DS. En plus, le chien du héros s'appelle Fondu. Alors Rhythm Thief, ça avait été notre coup de cœur TGS, du dernier TGS, avec quelques confrères de chez Gamecult et moi-même, et on s'était pas trompé finalement. Pour moi, c'était vraiment une petite surprise, une petite découverte. Je m'attendais à un jeu musical, tout ça, le rythme. Ce qu'il a pour lui, c'est déjà une réalisation qui est vraiment très agréable, avec une 3D plutôt bien utilisée, même si elle n'est pas du tout indispensable. Vraiment, on est pris par l'histoire, les graphismes sont super sympas. C'est un jeu surtout avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'entrain. Des mécanismes de gameplay qui sont efficaces, qui se renouvellent suffisamment bien au travers donc, des différentes épreuves. Même les jeux, même s'ils se répètent un petit peu au bout d'un moment, on les refait avec plaisir, on revient dessus même après pour essayer d'avoir une meilleure note. Mine de rien, ça reste toujours très plaisant à jouer, très rythmé. Et derrière, il y a cette histoire qui est assez marrante puisque ça se déroule en France, mais c'est la France vue par les Japonais. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on a tous une baguette sous le bras et un béret sur la tête. C'est un vrai petit plaisir vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une bonne expérience. Donc vraiment un jeu que je conseille sur 3DS pour tous ceux qui aiment les jeux musicaux, tout simplement.
Malgré la tornade Legend of Grimrock, c'est bien Trials Evolution que la rédac vous conseille en priorité ce mois-ci. Une réalisation améliorée, des tracés encore plus fous, un éditeur de niveau accessible et des modes multi jusqu'à 4 bien pensés améliorent grandement l'expérience Trials HD, déjà très convaincante en 2009. En plus, ça coûte moins de 15 €. Alors Trials Evolution, pour moi, ça fait partie des jeux qu'on se doit d'acheter. On a plein d'environnements différents en extérieur avec des teintes colorées, avec même des inspirations différentes. Le signe d'une finition de chaque instant avec toute une variété de thématiques de niveaux qui se déploient avec pas mal d'humour souvent. Le titre en lui-même est exceptionnel de par ce contenu, de par tout ce qu'il propose, de par son gameplay, de par le fait qu'aujourd'hui il est jouable à plusieurs sur un même écran. On doit donc gérer à la fois le régime de sa moto et son équilibre pour ne pas tomber et être le plus rapide possible. Et bien sur cette base très simple, le jeu déploie toute une variété de situations. Un principe de jeu hyper addictif, certes empirique à partir de la moitié du jeu à peu près, une fois que vous arrivez dans les moyens ou dans les niveaux difficiles. Là il va falloir prendre un peu sur soi et être courageux pour relancer les parties et essayer de faire le meilleur score. Une fois qu'on commence à jouer, on se dit putain, mais j'ai raté mon saut, mais c'est pas parce que le jeu est mal programmé, c'est parce que toi tu as fait une erreur et hop, tu appuies sur back, tu recommences et tu recommences et tu recommences. Ça donne l'impression de progresser sur le fil d'un gameplay hyper bien réglé et vraiment c'est une vraie perle, un vrai gros jeu qui se cache derrière des airs de petits jeux indépendants sur le Xbox Live. Ce qui est génial, c'est qu'en plus c'est un jeu qui est proposé pas cher, donc allez-y, foncez, achetez Trials Evolution. Avec le développement à rallonge de Fez, beaucoup criaient au Vaporware. Polytron a finalement réussi à boucler son titre pour le plus grand bonheur des nostalgiques de l'ère 16 bits. Jouant perpétuellement sur le clivage 2D, 3D, Fez est un voyage extraordinaire d'une variété esthétique et ludique à couper le souffle. Malgré quelques bugs témoignant du soin artisanal en vigueur lors de son développement, Fez est bien la petite bombe indé que l'on espérait. Alors Fez, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, tout simplement parce que moi je suis de la vieille époque, j'ai connu tous ces jeux de plateforme en 2D qui étaient vraiment exceptionnels. Derrière cette apparence minimaliste et assez simple se cache en fait un projet d'une grande ampleur, d'une grande ambition, une véritable déclaration d'amour à un genre perdu du jeu. C'est vraiment particulièrement malin au niveau du concept, qui est encore une fois simple et donc plutôt accessible, mais qui du coup au fur et à mesure nous fait quand même pas mal réfléchir. Ce qui est bien avec Fez, c'est qu'à chaque fois qu'on joue, on redécouvre de nouvelles choses. On découvre des environnements fabuleux. Et on est un peu maître du level design tout en dévoilant la richesse cachée derrière chaque plan de jeu qui se présente en 2D strict. Et on prend plaisir justement à faire tourner la caméra pour voir ce qu'il est possible de faire sur chacun des niveaux. Un jeu en tout cas qui nous satisfait à tout point de vue, qui se révèle malin au niveau du level design. Le jeu se renouvelle en permanence et renouvelle ses mécaniques de jeu brillamment, ce qui fait que non seulement on ne s'ennuie pas, mais on est très ému. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien, et pourtant on passe des heures dessus. Voilà, encore un jeu en téléchargement exceptionnel. C'est un jeu absolument à essayer et c'est sans doute un des meilleurs jeux de l'année. Voilà, c'est dit. Après deux présentations quasi pathétiques lors des E3 2010 et 2011, Kinect Star Wars était plus craint qu'attendu. Si le résultat final n'est pas aussi catastrophique puisque les mini-jeux sont variés et que l'ambiance Star Wars est implacable, les nombreux problèmes de détection et le manque de fun de la partie aventure plombent définitivement un titre qui ne marquera définitivement pas les amateurs de Wookiee. Kinect attend toujours son titre de référence. Alors je crois que Kinect Star Wars, on y a cru que le temps d'entendre le nom du jeu en fait. Parce qu'une fois qu'on a vu le jeu, ne serait-ce que les premières fois à l'E3, déjà l'enthousiasme était sacrément retombé et ça n'a fait que décroître avec les présentations successives. Et bien voilà, le résultat il est là. C'est un jeu finalement très insuffisant sur pas mal de choses. Alors déjà c'est du multi-épreuve, donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On a des épreuves qui sont totalement loupées, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et puis surtout, s'agissant d'un jeu Star Wars, ce qu'on attendait, ce que tout le monde attendait, c'était des combats au sabre laser qui tiennent la route. Eh bien non, même ça c'est foiré, c'est-à-dire tout ce que... Voilà, c'était le cœur du jeu, c'est ce qu'il fallait surtout pas manquer.
Eh ben c'est loupé. Non seulement les combats standards sont très pénibles puisque Kinect fait preuve d'une imprécision de chaque instant. Il faut donc vraiment bien décomposer ses mouvements. On ne peut du coup pas rentrer dans l'action alors que tout est porté par une ambiance Star Wars bien retranscrite avec les musiques, avec pas mal d'unités à l'écran. Donc on était susceptible de s'y plonger dans le jeu. Malheureusement, tout nous en sort, toutes ces imprécisions nous en sortent et du coup voilà, on ne peut pas incarner ce Jedi tel qu'on aurait souhaité le faire. Donc là gros loupé et puis voilà, donc ce qui est à retenir finalement de ce Kinect Star Wars, c'est l'épreuve de danse qui est plutôt marrante, donc qui est plutôt assez permissive pour le coup et puis pleine d'humour. Donc c'est quand même marrant que sur un jeu Star Wars, l'épreuve qui s'en sorte le mieux, c'est une épreuve de danse.